Donc ce sont maintenant des archéologues, l'équipe d'Archéodunum qui vont voilà, parler. Et donc ce qui est tout à fait remarquable dans cette cathédrale de Chartres, c'est que les restaurations ont été accompagnées justement d'archéologues, d'une observation archéologique, ce qui devrait être tout à fait banal, et ce qui est loin d'être le cas. Et donc là, on peut tout à fait se satisfaire de cela. Déjà, on a entendu hier Pierre Martin, qui avait voilà, suivi le chantier de restauration de la façade occidentale. Et maintenant, donc, la même équipe voilà, d'Archéodunum suit ces travaux, et on fait des observations qui ont vraiment, là aussi, complètement renouvelé la connaissance qu'on avait de la construction de la cathédrale. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'être aussi nombreux pour venir nous écouter, venir écouter nos résultats. Merci à la DRAC, Centre Val-de-Loire, à Irène et Fabienne pour la confiance qu'elles nous accordent sur ces travaux depuis plusieurs années. Donc c'est une communication que nous allons faire à deux voix avec ma collègue Camille Collomb. Sur cette première image, oui, vous avez l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés au cours de ces recherches. Donc ce sont différents laboratoires pour l'analyse des mortiers, l'analyse et la datation des métaux, des pièces de bois retrouvées, des partenaires aussi pour les relevés. Vous verrez des images qui ont été faites par Archéotech et puis Olivier Vessière qui nous permettent d'avoir des supports de travail tout au long de nos investigations archéologiques. Rapidement, donc c'est effectivement des travaux sur les intérieurs de la cathédrale de Chartres depuis 2008, sont accompagnés d'études archéologiques, hein, donc par Jérémy Viré, service archéologique de la ville de Chartres dans le Haut-Cœur. Le massif occidental par Pierre Martin, et puis après nos interventions avec Camille et moi sur la nef, le vaisseau central, et puis des interventions ponctuelles sur des éléments plus spécifiques sur les enduits peints, pour des cas très précis, des opérations plus modestes, mais tout aussi importantes pour la connaissance. Le propos de cette communication d'aujourd'hui, c'est de présenter des résultats, mais ce ne sera pas tous les résultats, on en a choisi quelques-uns. Ces résultats concernent deux zones d'intervention, donc le vaisseau central et les bras sud et bras nord du transept, toujours en cours. Donc voilà, il y aura des choses qui seront affinées après dans la phase rapport et phase étude de cette recherche sur l'édifice. Il faut aussi apprécier ce temps qu'on passe sur le chantier, sur les chantiers qui sont de la nef. Ça a été, je ne sais plus exactement, mais plus d'une année de travail des entreprises. Nous sommes restés, nous, physiquement sur le terrain, 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi qui sont répartis sur cette année, ou 14 ou 18 mois de chantier, je ne sais plus exactement. Il faudrait demander à Daniel et à Lazare. Mais... Donc nous, on a intervenu 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi où on est présent sur le chantier et on essaye de saisir tout ce qu'on peut saisir sur ce chantier. Sur le vaisseau central, donc c'était Camille et moi, et dans une intervention tous les deux sur cette partie-là d'édifice. Camille est intervenue surtout, et c'est pas réducteur, pour l'étude des enduits peints, et elle a pris le relais pour les bas-côtés, pas pour les bas-côtés, pour le transept. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on va présenter quelques éléments un peu croustillants, moi je trouve, de ces présences sur les échafaudages, des choses qu'on ne voit pas quand on est en bas. Une sorte de petite histoire de la cathédrale, des détails architecturaux, des hommes du Moyen-Âge qui ont construit, mais qui finalement nourrissent aussi la grande histoire de cette cathédrale. Donc ça, ce sera ce que j'ai présenté dans le point 1, la construction et les matériaux. Et après, Camille prendra le relais sur les enduits peints, donc je lui laisse présenter les points qu'elle va aborder. Bonjour à toutes et à tous.
Donc effectivement, la particularité des intérieurs de la cathédrale de Chartres, c'est la présence des enduits sur la quasi-totalité des surfaces murales. Donc c'est un matériau qu'on a pleinement intégré à notre étude archéologique en étudiant systématiquement la stratigraphie de ces enduits afin de déterminer les différentes couches et pour ces couches déterminer les techniques d'application de ces enduits, les différents types d'ornements qui les caractérisent. Donc voilà, dans le cadre de cette présentation, je vais uniquement présenter les enduits les plus anciens. Et donc on va voir que cette étude permet aussi, malgré le fait que les enduits sont présents sur les murs, permet de révéler des choses du parement qui se cache derrière. Et donc... Merci. Donc je vais commencer par, par les échafaudages. Les échafaudages du Moyen-Âge, ceux qui ont permis de construire les élévations de la cathédrale. Alors, restitution des échafaudages, parce que sur une même travée, il y a eu plusieurs échafaudages. Les échafaudages des maçons, les échafaudages utilisés pour faire l'enduit, pour la pose des vitraux. Et l'étude nous a permis de révéler, au moins de pouvoir apprécier deux échafaudages, de restituer deux types d'échafaudages. Alors, souvent avec une base commune, mais on voit très bien qu'ils ont été modifiés pour être adaptés aux travaux à réaliser. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc ces quatre lignes de trous de boulin qui sont au fond du triforium, merci, au fond du triforium, 3 lignes, et puis une ligne de trou de boulin au niveau des baies, tout en haut, entre les lancettes et les roses. Donc un grand espace sépare la dernière ligne du triforium et celle au niveau des baies. Donc il faut imaginer un échafaudage, effectivement, qui à un moment donné passait à travers les fenêtres, sans doute, pour permettre une stabilité de l'ouvrage provisoire en bois. Vous voyez aussi au-dessus au-dessus des grandes arcades, des trous qui sont liés à des pièces de bois qui étaient mises pour reprendre tout cet échafaudage qui était un échafaudage à bascule, c'est-à-dire que c'était un échafaudage qui ne reposait pas à même le sol. Donc c'est-à-dire que les parties basses ont été échafaudées avec un échafaudage libre, en pied, mais qui n'était pas ancré. Forcément, il y avait énormément d'ouverture dans cette partie-là. Mais après, on a opté pour un échafaudage suspendu à bascule qui permettait sans doute une circulation dans les parties basses de la cathédrale, soit pour faciliter les travaux, soit aussi un usage déjà du culte dans la cathédrale. Donc c'est sur cette image-là, on est au revers du triforium. Et on retrouve ces trous de boulin qui ont été en fait réutilisés pour mettre des consoles lors de la réfection des couvertures après l'incendie du 19e siècle, en 1836, il me semble, de la charpente. Et du coup, réutiliser ces trous pour en profiter pour ancrer des consoles de pierre et reprendre la charpente. Donc ce sont des trous de boulin qui sont traversants, qui vont d'un côté à l'autre du mur, qui sont soit façonner, c'est-à-dire que c'est la pierre qui est taillée pour laisser passer la pièce de bois, soit c'est directement un espace qui est laissé entre deux blocs de pierre. Donc les trous de boulin, on les a pu les retrouver de différentes façons, soit ouverts, complètement dégagés, sans doute parce qu'ils ont été réutilisés ou pas rebouchés après la dépose d'échafaudage, soit dans cet état-là avec le bouchon de mortier qui a lâché, ou ici où on voit qu'il y a eu un soin particulier dans le rebouchage et la reprise du décor avec une différence dans la granulométrie des mortiers qui montre quand même cette limite entre les deux enduits. Et puis le petit décalage du tracé du faux appareil qui a été gêné par la pièce de bois, qui a été gêné une fois qu'on l'a enlevé, on s'est aperçu qu'il y avait un petit décalage entre les deux alignements. Et puis on a retrouvé aussi des trous de boulin qui étaient indiqués par des croix
ce qui permet souvent de localiser les trous de boulin et de pouvoir les retrouver dans le besoin de les réouvrir pour des travaux. Le premier échafaudage qu'on peut restituer, c'est un échafaudage qui était encore en place et c'est le dernier échafaudage qui a sans doute été utilisé pour les finitions, sans doute pour l'enduit. Parce qu'on voit que cet échafaudage, les trous de boulin des parties hautes, donc cette ligne haute de trous de boulin, les trous de boulin sont en biais selon le déploiement des voûtes en fait. Ils suivent l'axe des voûtes. Ce qui veut dire que quand ils ont mis leur pièce de bois ancrée dans la maçonnerie, il y avait déjà ce dispositif de voûte. On verra que ça n'a pas toujours été le cas. Ici, la restitution de la jambe de force, donc juste une petite encoche qui permet de glisser une pièce de bois en biais et de reprendre en sous-œuvre par-dessous l'échafaudage suspendu qui prenait déjà appui au fond du triforium et sur la maçonnerie directement sur l'appui du triforium, et ce qui permet de proposer, c'est une proposition de restitution d'échafaudage pour un travail plutôt de finition, donc de l'enduit, puisqu'on a vu que aussi le rebouchage au fur et à mesure que les peintres ont dû déposer cet échafaudage, ont rebouché derrière l'enduit. Alors ça, c'était dans notre réflexion, quand on a mis toutes les données en perspective, on s'est aperçu dans la poursuite, et je vous présenterai dans les images suivantes, c'est que le voûtement de la cathédrale de Chartres, il vient en fait après l'achèvement de toutes les élévations de la pose de la charpente. Le voûtement vient après en fait. Du coup, cet échafaudage, c'est le dernier, mais précédemment, il y en a eu un autre, c'est celui des maçons. On voit que les roses dans lesquelles sont ancrées ici, ce que je vous montrais précédemment, où on voit ici les trous de boulin, les roses, en fait, l'étude a montré que toutes les roses, enfin les baies de la nef du vaisseau central, mais c'est aussi valable dans le transept, ont été mis en œuvre après coup. Ça, on le découvre par l'étude, parce qu'ici, il y a une rangée de calage d'un matériau de la craie, qui est un matériau assez tendre, qui ne travaille pas très bien en compression et qui n'a pas permis de monter les cintres de la voûte. Donc il y a un voûtement, puis je vous le démontrerai après, différents indices, qui a eu en l'absence de ces baies, on doit pouvoir restituer un échafaudage sans ces deux trous de boulin supérieurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Du coup, voilà, l'autre proposition, c'est l'échafaudage des maçons, l'échafaudage du gros œuvre, jusqu'à la charpente, avant le voûtement, qu'on peut restituer à partir de ces éléments qu'on a en place, mais avec un échafaudage sans doute qui passait à travers l'emplacement des baies et jusqu'aux arras des murs avant la pose de la charpente et un voûtement qui vient après. Voilà donc le voûtement. Quelques relevés pour vous montrer le type de relevé sur lequel on dispose quand on fait nos études, où on voit quand même sur ces scans jusqu'au détail du décor de faux appareils qui est visible. Aussi, on peut apprécier le décalage entre le vaisseau central, sa monumentalité par rapport au bas-côté. Là, on est dans le transept. Donc, voilà, des différents types de supports sur lesquels on appuie nos travaux. Donc, je vous le disais, un voûtement qui vient après. Pourquoi ? Bon, après, ce n'est pas une chose exceptionnelle à Chartres. Hein. Souvent, les grands édifices étaient charpentés avant d'être voûtés, pour mettre plus rapidement l'édifice à l'abri et en usage. On voit donc trois types de matériaux dans cette cathédrale, même au niveau de la construction des maçonneries. Donc une pierre de Bercher, une pierre extrêmement lourde, 2600 km3, dont l'usage s'interrompt au niveau du tas de charge des voûtes, donc à peu près ici.
à l'exception des ogives, des branches d'ogives, des arcs doubleaux, etc., qui restent, eux, en pierre de Berchère, et après qui est abandonné pour se substituer à un matériau beaucoup plus léger, qui est de la craie, donc 2 fois moins lourde pour les parties supérieures du voûtement. Exception, on a retrouvé du calcaire lutétien, mais bon, c'est des choses partielles qu'on a pu observer, parce que la cathédrale, quand même, elle est entièrement enduite, donc c'est des observations qu'on a pu faire seulement à certains endroits où l'enduit avait lâché. Mais il semble que les arcs doubleaux, les parties sommitales, les derniers claveaux, sont en calcaire lutétien, donc déjà peut-être un choix parce que c'était déjà un matériau moins lourd pour les parties hautes. Donc ce voûtement, il vient après. Donc là, on n'a pas forcément vraiment d'indices, mais il y a un changement de matériau qu'on aperçoit ici. Pourquoi ça change ? Voilà. Les indices pour ce voûtement dans un deuxième temps. Donc on se situe dans les parties hautes. Les photos des chapiteaux, ce sont les chapiteaux qui sont de part et d'autre des roses. Et on s'aperçoit que systématiquement dans la nef, il y avait des craquelures, des fissures liées en fait à une pose dans un second temps des arcs, d'abord en bois, puis de la maçonnerie. Et au moment de la dépose des cintres de charpente, eh ben, il y a une charge qui est produite et qui pouvait faire apparaître des fissures dans les maçonneries. Autre élément que ces fissures, c'est qu'on a plusieurs, comme ça, toute une série de chapiteaux. Donc le chapiteau, mais il y avait une pierre en attente d'une maçonnerie à venir. Qui était anticipée, et parfois, entre les murs goudreaux construits avec des pierres en attente et le voûtement, il y a eu des petits décalages dans la construction. Ça se voit ici. Et une autre partie, donc une zone d'observation. On voit très bien, donc on se situe toujours au même endroit. Hein. Vous avez ici la rose de la baie, le chapiteau, et toute cette partie à gauche a été construite avant. On voit elle a ses propres assises, et puis là le voûtement qui vient dans un second temps. Il y a des décalages d'assises, et puis il y a tout ce petit blocage de maçonnerie qui vient raccorder les deux constructions en fait. Ces éléments-là sont des éléments, des témoignages qui assurent, à mon sens, que le voûtement vient dans un second temps. Pour poursuivre sur le voûtement, dans sa réalisation même, on a retrouvé quelques indices, et d'où la présence des archéologues intéressante sur ce type d'opération, puisque aujourd'hui les enduits sont venus de restauration, venus cacher ces témoignages. Donc des pièces de bois, des encoches qui permettaient la pose de ces cintres, des couchis, donc ces planches qui permettent de recevoir quand le voûtement commence à être trop... le parti tas de charge, on peut monter sans cintre, mais au bout d'un moment, on est obligé de mettre des cintres de partout. Donc ces planches qui allaient d'arc en arc, avec un dispositif sans doute qui venait sans doute avec justement des pièces de bois qui étaient ancrées d'un côté, qui pouvaient se servir des corps de moulure pour porter cette maçonnerie supérieure des voûtins. Évidemment, ceci n'est pas le cintre principal, hein, c'est vraiment pour la partie haute, et après en dessous il y avait des cintres d'une puissance sans doute assez extraordinaire qui permettait de reprendre tout ce voûtement-là. Et à la dépose, des calages aussi, donc quand les couchis étaient enlevés, des petits calages de pierre, de petits cailloux qui venaient combler les interstices entre les maçonneries. Et puis là, j'ai remis cette photo-là pour vous montrer bien ce montage dans un second temps des fenêtres, en fait, comme du second œuvre quasiment, hein, avant la pose des vitraux, donc qui vient au terme du chantier. Il faut aussi imaginer que toutes ces baies ouvertes sont des
sont là, enfin, qui étaient absentes, ça permettent la circulation, le montage des échafaudages, le passage des matériaux, le passage des hommes, etc., pour pouvoir construire. On poursuit l'histoire du voûtement de la cathédrale de Chartres au niveau du transept. Quelque chose d'assez remarquable, une petite découverte qu'on avait envie de partager. C'est ces deux travées qui flanquent la croisée du transept, donc une travée au sud, une travée au nord, où, avant restauration, on le voit ici, on devine, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux éléments ici parallèles. Donc ce sont des pièces de bois qu'on ne voit pas forcément de façon évidente quand on circule dans la cathédrale. Donc ces pièces de bois ici, uniquement dans ces travées, ce sont des tirants en bois. Des tirants en bois, donc là vous avez un relevé, je vous en ai parlé, les numérisations qui nous permettent d'avoir des dessins au millimètre près de ce qu'on est en train d'observer et de reporter nos données archéologiques. Et ces tirants ont été interprétés de deux manières différentes. Jean van der Meulen proposait que ces chaînages ont existé parce que pour retenir en fait cette travée-là qui était construite avant les deux précédentes. Donc on a mis ces éléments en bois pour éviter que la travée s'ouvre. Et puis pour aussi faire un rappel de la journée d'hier, il y a eu les fondations de la cathédrale gothique sont sur celles de la cathédrale romane sans transept. Donc on a ici une nouvelle construction qui se met sur des assises peut-être moins anciennes, ou en tout cas fondées depuis moins longtemps, donc des nouvelles fondations qui peuvent être amenées à bouger. Donc peut-être qu'ils ont voulu assurer un complément de stabilité, enfin en tout cas ces tirants existent bien. Et puis ils ont été aussi interprétés comme une restauration suite à l'expertise de 1316, comme des rajouts face à justement peut-être un édifice qui bougeait au XIVe siècle, et on a voulu conforter ces deux parties-là du transept. Donc c'est en symétrie de part et d'autre de la croisée du transept. L'étude montre donc ces tirants, ils se présentent comment? Déjà, ce sont des pièces qui sont traversantes au-dessus de la clé. Ce ne sont pas 4 pièces de bois, mais 2 pièces de bois. Donc des éléments de plus de 6 mètres de long qui vont d'arc en arc, avec un ancrage qui n'a pas été fait sans précaution. Les pièces de bois sont enveloppées dans une gangue de plomb qui permet, donc ça c'est une technique qui a été utilisée je crois jusqu'au XXe siècle, c'est de isoler le bois de la maçonnerie pour que celui-ci ne pourrisse pas. Parce que la maçonnerie contient toujours de l'humidité. Donc ça, c'est une première protection du bois. Et puis, au niveau de l'ancrage, il y a des crochets métalliques qui permettent de ancrer, de maintenir, de harponner les éléments de maçonnerie entre eux. D'un point de vue chronologie relative, donc c'est-à-dire la chronologie entre les maçonneries, les matériaux, les pièces de bois, etc. Quand on a mis le nez dessus depuis l'échafaudage, on s'est aperçu déjà que l'enduit, identifié depuis toujours comme l'enduit du XIIIe siècle, le premier enduit de la cathédrale, venait recouvrir ces pièces de bois. Donc déjà, on était quasi assuré qu'on était dans quelque chose du début du XIIIe siècle. Et puis, même d'un point de vue structurel, on ne voyait pas trop comment ils auraient pu mettre au XIVe siècle ces pièces de bois en œuvre, si ce n'est démonter la voûte par-dessus. Bon, ça paraissait une aventure un peu compliquée. C'est des choses qu'on n'a pas pu aller vérifier de toute façon, parce que la charpente ayant brûlé, ils ont refait les voûtes par-dessus, l'enveloppe, une gangue de béton a été mise par-dessus, et on ne voyait rien par-dessus. Alors après l'analyse archéologique, on a fait des datations dendrochronologiques
de ces pièces de chêne, ce qui permet l'analyse dendrochronologique, donc qui permet d'obtenir des datations absolues. Mais quand je dis absolues, c'est qu'on peut savoir à l'année près quand a été abattue la pièce de bois, enfin l'arbre, avant de devenir une pièce de bois. Et bigre, là on tombe sur des datations, donc 2 tirants, une fourchette chronologique 1203-1237 pour une des pièces, le tirant Est, et pour la pièce, le tirant Ouest, 1210-1244. Ce qui permet de réduire une fourchette. Donc la mise en place de ces tirants dans la maçonnerie dévoûte sud et nord de part et d'autre du transept entre 1210 et 1237. Ce qui est chouette comme résultat, parce que ça fait quand même ça date un voûtement, et c'est quand même un sujet qui fait souvent débat pour la cathédrale. Voilà. Après, un petit clin d'œil à la communication d'hier aussi, j'ai pas voulu intervenir pour garder un peu un effet de continuité. Ces crochets que Claire Dandrel nous a présentés hier, qui étaient des crochets peints, ben, nous on a retrouvé des crochets métalliques autour des roses. Donc autre sujet qu'on voulait vous présenter avec Camille aujourd'hui. Donc toutes les roses toutes les roses du vaisseau central, du transept, du bras nord et du bras sud du transept, ainsi que 2 travées du chœur ont été... donc ça, c'est des études qui ne nous appartiennent pas dans le chœur. C'est Jérémy Viré qui les a mis en évidence. Il y a eu aussi les travaux de Maxime Lhéritier là-dessus, qui a collaboré avec nous sur ces éléments métalliques. Donc ces éléments métalliques, ces tout petits crochets, vous voyez une dizaine de centimètres, on les retrouve autour des roses, comme ça, plantés à peu près de façon régulière autour des roses. Vous voyez que ces crochets, ils sont systématiquement tournés, en tout cas la patte du crochet est tournée vers l'extérieur. On suppose que ces crochets ont servi à protéger les vitraux à un moment donné de travaux pour protéger les vitraux. Donc on imagine pour protéger les vitraux pendant une campagne de travaux d'enduit, par exemple, éviter les projections de peinture ou de badigeon. Ces vitraux, hop, je reviens juste en arrière, ces vitraux, ces crochets qui sont utilisés systématiquement dans cette partie orange du plan sont simplement cloués dans le joint de mortier. Et dans ces autres travées ici en blanc, Jérémy Viré, service archéologique de la ville de Chartres, avait mis en évidence un autre système de tenons avec une mortaise ici, un système sans doute qui a eu le même usage, mais beaucoup plus élaboré dans sa conception. Voilà, c'était juste pour vous dire que cette partie-là de l'édifice n'avait pas échappé à un dispositif sans doute de protection des vitraux. Alors, pareil, on a fait des observations archéologiques. Les observations archéologiques montrent que ces crochets, déjà, ils sont en place sans doute dans une maçonnerie, parce que très tôt dans la maçonnerie, parce que ici, donc vous avez le premier décor sur lequel reviendra Camille, celui qu'on restaure aujourd'hui, puis ici un second décor qui, quand il est appliqué, on a retrouvé, donc ça c'est un second décor qui est daté de la fin du XIIIe siècle, on retrouve de la peinture, de l'enduit, du badigeon qui est venu s'écraser, ou le pinceau a tapé dans le crochet, donc on était assuré qu'on était dans un XIIIe siècle. Entre cette deuxième phase d'enduit, donc la question qui reste encore un peu ouverte, c'est de savoir est-ce que ces crochets-là étaient
déjà en place pour la première phase d'enduit qui se situe avant 1260, dans des années avant 1250, dont on ne situe pas très bien exactement les dates d'application. On a fait avec Maxime Héritier, enfin il a fait d'ailleurs, la datation de Carbon 14 à partir des crochets. Donc là vous avez un écorché vif d'un crochet qui a fait l'objet de prélèvement et qui a obtenu des dates assez précises, 1244-1290, pour la datation de ces crochets. Donc ça, ils peuvent appartenir aux deux campagnes d'enduit, celle du premier XIIIe siècle comme ceux du deuxième XIIIe siècle. Donc il faudrait arriver à poursuivre ces recherches sur ces éléments-là de crochets et au niveau de leur datation. Je poursuis avec autre chose qui nous a séduit dans cette étude de la cathédrale, dans les parties sur lesquelles on est intervenu avec Camille, c'est, on a appelé ça les aléas de chantier. La cathédrale de Chartres passe pour un édifice qui a été construit assez rapidement, et quelque part on retrouve un peu cette urgence des travaux, ou ces travaux qui se déploient assez rapidement, qui se traduisent dans quelques observations qu'on a pu faire, notamment aussi en lien avec cette pierre de Berchères, qui a énormément de cavités dans sa structure. Et on voit par exemple ici l'usage du plomb un peu pas très académique, où le plomb a été coulé pour remplacer le mortier en grande quantité. Donc on retrouve le plomb ici dans les joints, mais on a pu aussi, du coup, on a retrouvé des éléments de terre cuite qui sont ce qu'on appelle des nids d'hirondelles. Donc ce sont des petits conduits qui sont faits en terre pour verser le plomb en état de fusion, et qui est venu remplir les joints. Donc il y avait des coffrages en bois. On a retrouvé des négatifs de planches qui venaient fermer les joints pour permettre la butée du plomb quand il était versé. On voit même, on a pu faire une sorte d'observation des différentes passes de coulées de plomb, où on voit que le plomb a séché entre eux. Donc chaque passage est différent coulées de plomb, qui ont laissé des traces horizontales dans le coffrage. Donc ça, c'est spécifique aux roses du transept, de la nef. Merci. Et alors, montre d'autres éléments qui montrent qu'ils étaient bousculés sur ce chantier. Et ça, c'est l'enduit aussi qui nous permet je passerai après la main à Camille, mais comme l'enduit a tout recouvert, tout ce qui est sous l'enduit, on sait que c'est d'origine. Et donc, ce que je vous montrais précédemment, le plomb, il était recouvert de cet enduit 13e. Là, on voit des colonnettes qui ont été fracturées sans doute à la pose, et avec des réparations au plomb qui étaient, avant que l'enduit ne lâche, recouvertes par cet enduit-là. Donc l'enduit a eu plusieurs objectifs: de cacher en priorité la pierre de Berchères, parce qu'elle avait tous ces aspects de creux dans sa structure, mais aussi de toutes les réparations. Il y a là on voit le cordon mouluré des fils de colonne qui ont été cassés à la pose et qui ont été réparés avec une résine bitumeuse et recouverte d'un enduit. Donc ils ne s'embarrassaient pas vraiment, les constructeurs, de retailler la pierre et de la remplacer. Non, ils la collaient, et puis ils ont mis un badigeon pour cacher les choses. Ça montre aussi une autre forme d'économie du chantier, et sur l'idée qu'avant on savait construire et qu'on n'aurait jamais fait ça. Autre élément aussi, cet enduit permet de cacher toutes sortes d'épaufrures. On voit ici des chapiteaux avec des fractures dont les auteurs de l'enduit ne se sont pas embarrassés à recouvrir. Des chapiteaux du triforium cassés, même pas réparés,
Et ça, c'est assuré que ça a été laissé dans l'état, puisque l'enduit, une partie du badigeon du XIIIe siècle, passe dessus. Parfois, ils se sont même aventurés de remplacer un crochet par une boule de mortier. Donc voilà, et puis de tout badigeonner, de tout peindre après en blanc, ou de réparation comme ça, de crochet qui est maintenu par de crochet maintenu par un élément métallique. Et encore une fois, la réparation est attestée du XIIIe, puisque le badigeon blanc, les enduits passent à la fois sur le crochet, mais à la fois sur l'élément métallique. Voilà. Je vous remercie. Je passe la parole à ma collègue pour la suite sur les enduits, justement. Merci. Donc, dans les zones qu'on a étudiées, les parements étaient intégralement recouverts de ces enduits, à l'exception de l'extrémité des bras du transept, où les enduits ont été intégralement déposés à la charnière entre le 19e et le 20e siècle, suivant des limites très régulières, comme vous le voyez sur cette photo. On voit l'enduit qui est conservé à droite, la limite de là où il a été gratté, et à gauche l'appareil du mur. Donc, en plus de ces zones particulières où l'enduit a complètement disparu, on a des différences de conservation à l'échelle des murs, avec des zones où on retrouve la stratigraphie totale des enduits parce qu'ils sont bien conservés, et des zones plus fragilisées qui présentent de fortes lacunes et où nos observations sont donc plus partielles. Donc ces zones lacunaires que vous avez sur l'image de droite se trouvent plus en partie haute, au-dessus des arcs du triforium et au niveau des baies du clair étage qui présentaient des fragilités et sans doute des infiltrations qui ont fragilisé les parements. Et donc les raisons pour lesquelles la cathédrale a conservé ces enduits sont à chercher dans la nature du support. Donc on a parlé de cette pierre de Berchères qui présente des caractéristiques techniques idéales pour la construction du fait de sa forte résistance. En revanche, elle présente de fortes lacunes esthétiques, puisqu'il s'agit d'une pierre qui est très vacuolaire, donc avec de nombreux trous, et qui comporte des inclusions de silex, donc des gros nodules, qui fait que les surfaces générales du parement sont très irrégulières. En plus, elle est difficile à tailler, donc les phases de pose des pierres de taille étaient elles aussi irrégulières, ce qui fait que dans le montage, les maçons ont laissé des joints très larges entre les pierres, donc des joints garnis de mortier et de cale, qui donnent un parement généralement très irrégulier, qui fait que le mortier a bien accroché par-dessus, et qui justifie aussi la volonté de vouloir masquer ce parement derrière un enduit qui est lui très lisse et sur lequel on peut apposer un décor souhaité. Donc le premier à redécouvrir un peu les peintures de la cathédrale de Chartres, c'est Jürgen Michler, qui publie ses résultats dans un article dans le bulletin monumental en 1989, où il établit la stratigraphie qu'il a identifiée, et il propose des restitutions des différents décors qu'il a perçus. Et donc c'est son travail qui va ouvrir la voie à toutes les recherches qui ont suivi et les accompagnements de la part des restaurateurs et des archéologues lors des récents chantiers de restauration qui ont été présentés précédemment. Donc nos travaux dans la nef et dans le transept s'inscrivent à la suite de toutes ces recherches, de toutes ces découvertes, et viennent les compléter, apporter des éléments de réponse, poser des nouvelles questions, et aussi principalement par le fait qu'on se trouve entre deux zones qui avaient déjà été restaurées, donc le chœur et l'avant-nef. Et donc on a une continuité qui est intéressante aussi du fait de la présence sur notre chantier d'Emmanuel Boissard qui a réalisé l'étude des enduits peints sur le chantier de l'avant-nef et qui était présente dans le chantier de la nef. Donc on a une véritable continuité dans la lecture de ces décors et leur enregistrement sur le terrain. Donc je vous propose de vous présenter la stratigraphie générale des 4 enduits qui ont été appliqués sur les murs des zones qu'on a étudiées,
de façon systématique. Donc, ils correspondent un peu à des grands chantiers d'enduit. C'est-à-dire que je ne vais pas parler des petits décors polychromes qu'on va retrouver, par exemple, sur les bases des piliers ou des badigeons de propreté qui sont plus anecdotiques. Donc parmi ces 4 grands enduits, le premier qu'on a retrouvé sur les murs de la cathédrale, c'est cet enduit blanc-gris qui a été appliqué en fait pendant le chantier de construction. Et donc cet enduit qui est dépourvu de décor, et cet enduit a rapidement été recouvert par le décor du XIIIe siècle qui lui a été appliqué sur l'ensemble des murs et qui se caractérise par ce fond beige et un décor de faux appareils blancs. Et ce décor a lui-même rapidement été recouvert par un décor sensiblement identique, mais au fond plus foncé, orangé, qui reçoit lui aussi un décor de faux joints blancs. Ces faux joints blancs, par endroits, reprennent le décor antérieur et à d'autres endroits s'en affranchissent totalement. Mais globalement, on est sur des dimensions de décor qui sont relativement similaires. Et donc les études récentes qui ont été menées dans le chœur et dans la nef et dans le transept ont permis de montrer que ce décor a sans doute été appliqué seulement quelques dizaines d'années après le premier, à la fin du XIIIe siècle. Il est recouvert beaucoup plus tard, entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, par un nouveau décor de faux appareils, cette fois-ci à faux joints rouges, sur fond beige-jaune. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette préparation, je vais uniquement vous parler des 2 premières couches qui ont été appliquées à partir des échafaudages qui vous ont été présentés tout à l'heure. Donc ce premier enduit se caractérise par un mortier de chaux blanc-gris dont la charge est sableuse et se caractérise par des grains de quartz fin, c'est-à-dire qui mesurent moins d'1 millimètre de diamètre. Il a été appliqué de façon très soignée à la brosse, ce qui donne des surfaces murales qui sont très lisses, donc il y a un aspect vraiment très fin de cet enduit. On l'a retrouvé dans la galerie du triforium dans les galeries du triforium de la nef et du transept, tant sur le mur de fond que sur les dalles de couverture et aussi sur les colonnettes où les maçons se sont servis de cet enduit pour venir refaçonner par endroits la sculpture ou les moulures de la pierre de Berchères qui, comme on l'a vu, présente de grandes imperfections. Et on le retrouve de façon beaucoup plus ponctuelle, en partie haute, au niveau des arcs, des voûtes et dans les lancettes. Il présente pour particularité dans les galeries du triforium d'avoir reçu des graffitis qui sont de nature différente selon qu'on se trouve dans la nef ou dans le transept. Donc dans la nef, il s'agit toujours de dessins réalisés à la mine noire ou orangée, donc type sanguine, et qui représentent, là où on a pu les observer, des animaux stylisés, comme vous l'avez là. Alors que dans le transept, ces graffitis en fait, correspondent à des incisions. Et donc elles étaient relativement nombreuses et les plus lisibles, c'était ces 2 visages tournés de profil. Donc cet enduit est difficile à interpréter parce qu'en fait, comme il est recouvert systématiquement par le décor du XIIIe siècle, on n'a pas une vision exhaustive des endroits où il a été appliqué. Donc on peut proposer des pistes d'interprétation pour expliquer son application. Une hypothèse qui est plutôt satisfaisante, en tout cas qui est encore en discussion, mais on pourrait supposer que cet enduit correspond à une protection provisoire des murs en cours de chantier à un moment où la cathédrale n'est pas achevée et où on a peut-être des fragilités du fait d'une voûte absente ou d'un chantier en cours en fait. Donc voilà où on en est des réflexions sur cet enduit. Et donc il est rapidement recouvert par le décor qui est encore visible aujourd'hui dans la cathédrale. Ce décor à fond beige avec ces faux joints blancs. On a pu identifier, donc, en réalisant nos observations, 5 techniques différentes de réalisation de ce décor qui se différencient soit par la granulométrie du mortier, donc c'est-à-dire la taille des grains de sable qui ont été utilisés, soit par la couleur. Donc je vais rentrer plus dans le détail de ces différentes recettes pour
Les couleurs, c'est pas forcément flagrant sur la photo, les différences de couleurs. Sur les murs non plus, pour être sûr de ce qu'on caractérisait, on a vraiment utilisé toujours une lumière constante avec une frontale de toujours la même luminosité, la même intensité. Et la charte de Munsell avec les normes des différentes couleurs qu'on a appliquées sur les mortiers pour bien identifier chacune des teintes et pouvoir affirmer qu'il y ait des distinctions d'un mortier à l'autre. Donc l'identification de ces différentes recettes a permis de les positionner sur un plan. Et on a également observé les relations entre ces différents enduits, c'est-à-dire quel était le recouvrement au niveau des jonctions pour identifier l'ordre en fait, d'application de ces différents enduits, dans l'objectif de déterminer une progression dans le chantier de mise en décor de la cathédrale dans l'espace qui nous a été donné d'étudier. Donc je vais vous présenter ces différentes recettes dans cet ordre stratigraphique, donc en partant des premiers qui ont été appliqués sur les murs et en allant vers les plus récents. Donc les deux premières recettes qu'on a pu identifier sont ces deux recettes A et B que vous voyez. Donc la recette A qui a été appliquée à l'intrado des grandes arcades, des murs nord et sud de la nef et de la première travée du transept. Et la recette B qui se trouve en partie haute sur les voûtes des travées 3 à 4. Enfin, il faut imaginer ici qu'il y a l'avant-nef avec les deux premières travées en fait. Et donc nous on est intervenu dans cette partie-là. Donc on ignore quelle est la relation stratigraphique entre ces deux décors, puisqu'il n'y a pas de superposition, il n'y a pas de zone de contact. Leur lien, c'est qu'ils sont tous les deux recouverts en bordure par la troisième recette que je vais vous décrire après. Ce qu'on peut supposer, c'est que cet enduit de la recette A, donc à l'intrado des grandes arcades, correspond à l'enduit qui aurait été appliqué dans les bas-côtés. Donc c'est une hypothèse évidemment à vérifier lors du chantier de restauration de ces espaces. Et donc en cours de ce chantier ou à la fin du chantier de l'enduit des bas-côtés, les peintres auraient commencé à enduire le vaisseau central de la nef en commençant par l'ouest. Donc la première, la recette A se caractérise par un mortier de chaux beige clair avec une charge sableuse qui se compose de grains de quartz et donc qui a été appliqué assez finement à la brosse et recouvert des faux joints blancs. Et la recette B, quant à elle, se caractérise par un mortier qui est d'un beige plus soutenu, qu'on a pu expliquer en réalisant des analyses physico-chimiques de la matrice. Puis ça a permis d'identifier que les sables qui avaient été utilisés sont des sables colorés qui contiennent des argiles et donc des oxydes de fer. Et lors du mélange entre la chaux et les sables, ces oxydes de fer ont donné cette teinte beige au mortier. Donc c'est un mortier qu'on appelle teinté dans la masse. Et c'est ce même procédé qui a été utilisé pour la recette C, qui a été appliquée dans le reste, sur le reste du vaisseau central, au nord comme au sud, et dans les premières travées du transept. On voit bien les zones de recouvrement, donc entre la recette qu'on trouve à l'intrado des grandes arcades d'un beige plus pâle avec du sable fin, et ici on voit la couture entre les deux mortiers, donc celui de la recette C à gauche, qui se caractérise donc par cette couleur beige parce qu'il est teinté dans la masse, et par ces grains de sable grossiers, donc entre 1 et 2 mm, qui sont visibles à l'œil. On poursuit dans la réalisation du décor en arrivant dans le transept. Donc ça, c'est le mur ouest du transept. Il faut imaginer, comme pour la nef, la même chose en miroir. Donc la recette C dont on vient de parler a été appliquée dans les travées qui sont contiguës à la croisée. Et plus on s'éloigne, plus les recettes ont changé. Donc avec une recette au sud et une autre au nord. Là encore, on ignore la relation stratigraphique entre les deux. Ce qu'on peut supposer, c'est qu'on avait deux chantiers de mise en décor parallèles avec deux équipes qui travaillent en même temps et des approvisionnements différents du fait des différences entre ces deux enduits. Donc l'enduit qui a été appliqué au sud, il se caractérise par un mortier rose. Donc là, c'est le chantier du transept qui est encore en cours, donc les analyses n'ont pas encore été réalisées. L'objectif, ce sera de déterminer si ce mortier
est rose du fait d'un sable qui est différent et est-ce qu'il est naturellement coloré ou est-ce qu'il y a eu un ajout de pigments qui donne cette couleur beaucoup plus rose que dans le reste que dans la recette C. Et au nord, on a un décor qui se caractérise par un fond beaucoup plus orangé, donc, que vous voyez ici. Et il se caractérise surtout par une technique d'application complètement différente, puisqu'on n'a plus l'enduit, le mortier teinté dans la masse, mais on a un mortier blanc qui a été appliqué. Et donc pour que le décor de Faujoin soit visible dessus, les peintres ont appliqué un badigeon intermédiaire orangé, très pulvérulent, sur lesquels ils ont pu tracer le décor de Faujoin. Donc mis bout à bout, ces observations de recouvrement des zones de contact entre les différents décors permettent de proposer un sens de progression des peintres dans la nef et dans le transept. Donc pour réaliser le décor du vaisseau central de la nef, ils sont partis de l'extrémité ouest en allant vers l'est et donc vers la croisée. Et pour réaliser le décor du transept, ils sont partis de la croisée en s'éloignant vers le nord et le sud. Pour les zones qui ont été recouvertes d'un enduit identique sur de très vastes surfaces, on a aussi pu observer des zones de contact, les mêmes choses que ce que Claire a présenté hier pour les peintures de la crypte, avec des zones de recouvrement horizontales en fait, qui correspondent à un premier enduit qui a été appliqué, qui a eu le temps de sécher avant qu'on applique la suite de l'enduit par en dessous. Et en fait, ces zones correspondent systématiquement au niveau des plateaux de l'échafaudage qu'on a pu restituer grâce à l'emplacement des trous de boulin. Donc voilà, sont ce qu'on appelle des pontates en fait, qui marquent la progression des peintres du haut vers le bas lors de l'application des enduits. Pour réaliser leur décor, les peintres ont utilisé deux techniques de tracé préparatoire. Donc pour les joints horizontaux, il s'agit d'un cordon imbibé de pigments rouges qui a été plaqué sur le mur en se mettant chacun à un bout pour tracer une ligne horizontale. Ça dessine un trait rouge, ça a laissé des gouttelettes un peu sur le mur et par-dessus, ça permet de venir avec son pinceau blanc et sa peinture blanche tracer le faux joint en continu en suivant la limite établie. Et pour les faux joints verticaux, c'est une autre technique qui a été utilisée. Ce sont des incisions verticales qui ont été réalisées dans l'enduit frais à l'aide d'un gabarit qu'on plaque sur le mur et d'une pointe pour tracer les tracés préparatoires. Et donc ces tracés préparatoires permettent de réaliser un décor très homogène en fait, sur l'ensemble des zones qu'on a étudiées, avec des dimensions régulières pour tous les parements verticaux de la cathédrale, et également pour la voûte, des dimensions qui sont régulières, même si au niveau de la voûte, les peintres ont tracé des moellons plus petits que pour le grand appareil des murs. Dans le transept, en revanche, on n'a pas observé d'incision préparatoire et donc on a pu en revanche observer par endroits des zones où les faux joints verticaux ne sont pas vraiment verticaux, ils sont même carrément penchés. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans la nef puisque ces incisions préparatoires permettaient de tracer un décor parfaitement régulier. Donc toutes ces observations permettent aussi de proposer une restitution du principe de décor avec le faux appareil qui est tracé sur les parties verticales des murs et dans les moulures en creux, et un badigeon blanc qui lui est appliqué sur les moulures pleines, donc qu'on appelle les tors, sur les remplages des roses et sur tout ce qui est colonne engagée ou colonne libre de l'édifice. Donc cette alternance, ces zones blanches permettent de rythmer l'ensemble du décor. Et donc on a observé quand même des petites différences entre le décor de la nef et le décor du transept, avec au niveau des piliers de la nef, comme vous le voyez sur cette photo, des piliers qui sont traités en beige sans faux appareils, alors que dans le transept et dans le chœur, on a un décor de faux appareils blancs qui a été tracé. Donc il y a plusieurs petites différences comme ça qui montrent quand même que c'est des décors qui malgré tout ont pris un peu de temps à poser, qui a pu avoir des petits changements ou des équipes qui travaillaient en parallèle avec des choses différentes. Par contre, voilà, l'élément le plus
La différence la plus marquante en fait entre la nef et les parties orientales, c'est la présence d'un décor polychrome qu'on peut attribuer à, cette première, à ce premier état de décor de la cathédrale, puisqu'il est lui-même recouvert par le deuxième décor de badigeon orange avec les faux joints blancs. Et ce décor, on le retrouve uniquement sur les colonnettes du triforium de la nef, donc pas dans le transept et pas dans le haut chœur. On le retrouve sur les clés de voûte de la nef et sur les clés de voûte du bras nord du transept. Et en revanche, là où vous avez les croix, donc dans le chœur et dans le bras sud du transept, ce décor n'a pas été appliqué. Donc c'est un décor qui se répond entre les colonnettes et les clés de voûte, qui se caractérise par des imitations de marbre. Au niveau des clés, ces imitations, elles sont de deux couleurs différentes. On a un marbre rouge vif sur fond rouge bordeaux ou vert sur fond noir. Et donc quand une couleur est appliquée sur le fût, donc ici le rouge, l'autre couleur, le vert sur noir, est appliquée sur les départs des ogives. Et d'une clé à l'autre, on avait une alternance régulière dans tout le vaisseau central, à l'exception des 2 dernières travées qui étaient traitées de façon identique. Et au niveau des colonnettes, on retrouve ces 2 types de faux marbre, augmentés de 3 autres types différents, donc du rose sur du vert pâle, du rose sur du jaune-orange et du vert sur du rose. Et donc ces 3 types de faux marbres différents permettent de réaliser une alternance plus variée du décor, puisque pour chaque travée, on a 5 colonnettes, sauf pour la travée 3 où là, il n'y a que 4 colonnettes. Et donc ces 5 colonnettes étaient traitées différemment. On avait toujours la colonnette centrale qui adoptait un type de faux marbre. Les 2 colonnettes qui étaient latéralement à cette colonnette centrale avaient un autre type de décor, mais identique l'une à l'autre. Et celles des extrémités étaient également identiques l'une à l'autre, mais différentes de celles qu'elles jouxtaient. Et donc, d'une travée à l'autre, cette alternance varie. Et elle n'est pas non plus la même entre le mur sud et le mur nord de la nef. Au niveau des clés, donc, ils présentent une couronne sculptée avec des feuillages et des fruits. Ce décor se caractérise par de la couleur verte et rouge. Les feuilles ont été peintes suivant une alternance régulière pour chacune des clés, avec un traitement en dégradé. Donc pour les feuilles vertes, on a le centre de la feuille qui est en vert foncé. Plus on s'éloigne, plus on va vers du vert pâle. Et pour les feuilles rouges, on a le centre de la feuille qui est rouge, et plus on s'écarte, plus on passe à l'orange, puis au blanc. Comme vous le voyez, ici on lit assez bien les liserés blancs autour, en contour de la feuille. On a fait réaliser des analyses des pigments pour arriver à comprendre un peu quelle était la palette utilisée par les peintres pour ces décors. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est une palette qui est relativement variée, c'est-à-dire que pour une même couleur, on va trouver différents types de pigments. Pour les rouges, par exemple, pour réaliser le fond du décor d'imitation de marbre, c'est de l'ocre qui a été utilisé. Au niveau des clés, on a aussi retrouvé par endroits du cinabre mélangé à l'ocre. Donc tout ça permet d'avoir un fond qui est relativement foncé, alors que les marbrures par-dessus ont été réalisées à l'aide de minium, qui est un pigment orange vif, avant qu'il s'oxyde en fait. Donc c'est vrai que j'ai pas dit, mais ce décor est quand même relativement mal conservé. Donc voilà, on a déjà 3 types de pigments différents pour réaliser une même couleur, mais qui se dégrade en différentes nuances. Et sans parler du rose qui lui a été réalisé à l'aide de laque. Quant au vert, on a trouvé 2 types de pigments différents. Donc pour le vert soutenu des feuilles et des marbrures sur le fond noir, c'est de l'acétate de cuivre qui a été utilisé. Alors que pour le vert pâle du fond des colonnettes qui a été recouvert par du rose, on a utilisé un pigment qui est la vivianite. Donc ce décor a ensuite, là où il a été appliqué, rapidement été recouvert par un autre décor polychrome qui est celui que vous verrez dans la cathédrale actuellement.
Et donc ce décor correspond au deuxième enduit à faux joint blanc, donc sur fond orange, qui a été appliqué partout dans les zones qu'on a étudiées. Et donc ce décor se caractérise par beaucoup de dorures et des figures héraldiques. Et donc, pour conclure, voilà, on avait envie de présenter cet échantillon d'éléments qui nous ont paru intéressants sur nos résultats de chantier, qui permettent d'approcher des chantiers de construction en fait, et des chantiers de mise en décor. Voilà, pour révéler un peu de ces éléments et montrer aussi qu'il y a encore des questions qui se posent et des réponses à apporter, on l'espère, avec les futurs chantiers. Et on vous remercie pour votre attention. Ben, merci pour cette magnifique communication. Vous en avez magnifiquement démontré cette absolue nécessité de lier restauration et observation archéologique.